Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain est durable, c'est le podcast pour mieux comprendre l'écologie. Je m'appelle Antoine Grégo. Je me considère comme un écolo imparfait et je suis, comme beaucoup, sensible aux enjeux de demain. Mais en juin 2020, au moment où j'ai décidé de démarrer le podcast, impossible de savoir par où commencer. Comment en savoir plus sur l'écologie facilement ? Je vous propose donc, dans chaque épisode, de découvrir l'histoire de celles et ceux qui agissent pour un monde plus durable. Entrepreneurs, intrapreneurs, activistes. Ils agissent avec passion aux quatre coins du monde. En France bien sûr, mais sur tous les continents, pour nous permettre d'espérer demain un monde plus durable. Quelles sont leurs solutions ? Pourquoi ont-ils décidé de se lancer ? Quels sont leurs conseils pour agir à notre échelle ? Écouter, lire ou s'éduquer sur ces enjeux, c'est déjà agir pour un monde plus durable, car il nous permet d'en parler avec conviction autour de nous. C'est ce que j'espère vous apporter lors de chaque épisode. Si vous souhaitez soutenir ce mouvement, et si vous aimez le podcast ou l'épisode du jour, n'hésitez pas à taguer Demain est durable sur LinkedIn ou sur Instagram, ou à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Donc, aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le grand plaisir d'accueillir François Gemène. Comment tu vas, François ? Ça va bien. Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui, d'autant plus vu qu'on est dans une semaine cruciale pour le climat, comme chaque année, la COP29 qui s'est ouverte cette semaine, avec pour objectif également dans cette COP-là d'aller trouver des financements entre le Nord et le Sud, justement pour aider les pays. Oui, c'est le sujet vraiment central de cette COP, parce que s'il n'y a pas les financements, tous les objectifs politiques risquent de rester lettre morte, évidemment. Exactement. Et donc l'objectif, ça va être de parler de manière globale. On va passer un peu de temps sur la COP, mais en disant au fil de l'eau. Mais surtout, on va parler de migration climatique plus concrètement. Mais avant de démarrer, avant de parler de migration et de rentrer dans le vif du sujet pendant l'heure qui nous vient aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter, François ? Bien sûr, donc je suis avant tout chercheur, je travaille essentiellement sur les impacts humains du changement climatique, donc sur les enjeux en termes de migration, également en termes de sécurité, en termes de développement, d'inégalité, et donc je cherche à documenter ces impacts humains, en particulier dans les pays du Sud. Alors, en termes d'affiliation, je suis professeur à HEC, où nous trouvons en ce moment pour enregistrer ce podcast. Je suis également chercheur du FNRS, c'est l'équivalent belge du CNRS, à l'Université de Liège, en Belgique, où je dirige un petit laboratoire de recherche qui s'appelle l'Observatoire Hugo et qui est précisément consacré à ces questions de migration liées au climat et à l'environnement. Je suis également président du conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme, co-directeur de l'Observatoire Défense et Climat du ministère des Armées, et j'étais un des auteurs du 6e rapport d'évaluation du GIEC. Ça fait une belle liste. Donc on va se focaliser uniquement en grande partie sur les migrations aujourd'hui, vu qu'on a pas mal de sujets à aborder. Est-ce que tu pourrais déjà redéfinir ce qu'est une migration de manière plus précise ? Alors, les Nations Unies, définissent la migration comme étant le fait de quitter le pays dans lequel on habitait et de résider dans un autre pays. Donc différent de celui de son pays, je dirais de résidence permanente, pour plus d'1 an. Ok. Et donc on est considéré comme un migrant une fois qu'on a habité dans un autre pays que le sien pour plus d'1 an. Ça, c'est la définition officielle des Nations Unies. Et donc ça implique que sont considérés comme migrants des gens qui peuvent avoir changé de pays pour des raisons extraordinairement différentes. Ce qui est aussi important, c'est que la définition ne prend en compte que les traversées de frontières internationales. Or, il y a aujourd'hui énormément de gens qui migrent à l'intérieur de leur pays. On estime que les 3/4 des migrations dans le monde, ce sont des migrations à l'intérieur d'un pays. Et souvent, on fait comme s'il y avait vraiment une sorte de frontière très nette entre migration internationale et migration interne, alors que la première est souvent la continuation de la seconde. Ok. De manière plus... déjà, merci pour la définition. Revenir sur la migration climatique de manière globale,
avant de parler de ce qui se passe, de ce qui se passe dans le présent, ce qui peut passer dans le futur, des risques, etc., qu'on va discuter aujourd'hui, je voulais juste revenir sur peut-être ce qui s'était passé dans le passé. Est-ce qu'on a une vision de... avant de reparler de ça, est-ce que tu parlais de migration, donc en effet, une personne qui est dans un pays donné pendant plus d'un an, une majorité qui est une migration interne, notamment dans le pays plus concrètement. Est-ce qu'il y a une différence avec la migration climatique? Est-ce qu'on définit migration climatique de manière différente, ou est-ce que c'est vraiment juste une conséquence d'un événement climatique? Il n'y a pas de définition juridique des migrations climatiques. Donc, on est sur des définitions de travail qu'on utilise dans les travaux et dans les études. Et on va généralement définir la migration climatique comme le fait de devoir quitter son lieu de résidence habituel en raison d'une perturbation de l'environnement qui est imputable au changement climatique. En sachant que ça peut être à la fois des migrations liées à des événements brutaux, des catastrophes, comme des sécheresses, des inondations, des ouragans, etc., mais aussi des migrations plus étalées dans le temps qui sont liées à des impacts plus progressifs et plus lents du changement climatique, la dégradation des sols ou la hausse du niveau des mers, par exemple. Et donc, ça inclut en réalité des types de migration très très différents entre des gens qui doivent évacuer en urgence et d'autres qui vont planifier leur migration pendant longtemps, entre des migrations pendulaires ou saisonnières avec des gens qui vont et qui viennent et des migrations définitives. On va trouver derrière ce vocable de migration dite climatique des types de migration très très différents les uns des autres qui vont pas forcément appeler le même type de réponse politique. De surcroît, et c'est un élément sur lequel on reviendra j'imagine au cours de la conversation, on n'est pas non plus dans une sorte de catégorie migratoire qui soit complètement distincte des autres catégories des migrations créées par des motifs politiques ou économiques. Quand on sait que en Afrique subsaharienne, une famille sur deux dépend de l'agriculture de subsistance comme première source de revenus, ça veut dire que les motifs environnementaux et les motifs économiques sont souvent très très liés les uns aux autres. De la même manière, la dégradation des ressources peut aussi entraîner des conflits et des tensions. Et donc, plutôt que de voir, je dirais, les migrations dites climatiques comme une catégorie isolée des flux migratoires, je pense que c'est plus intéressant et plus fécond de voir comment l'environnement et singulièrement les effets du changement climatique vont avoir une influence sur les autres facteurs de migration. Sur ce sujet notamment de l'environnement et sur l'impact de l'environnement sur les différentes migrations, est-ce qu'on a un recul sur ce qui a pu se passer? On parle de changement climatique, bien entendu, depuis plus d'un siècle. Ce qui a pu se passer peut-être avant, est-ce qu'on a eu des migrations fortes liées à ces perturbations de l'environnement? Bien sûr, ça a été un facteur de migration absolument déterminant à travers l'histoire. Et on peut même dire, sans trop s'avancer, que la distribution géographique actuelle de la population sur la planète doit beaucoup aux facteurs environnementaux. Si l'Europe se peuple à l'époque préhistorique, c'est parce que l'Europe jouit d'un climat tempéré et de ressources naturelles abondantes. Si il y a autant de gens qui habitent sur les côtes ou près des deltas, c'est aussi parce que le sol y est plus fertile qu'ailleurs et les communications plus faciles. Et donc l'environnement a été un facteur d'attraction majeur des populations dans certains endroits. Et on a aussi du recul sur toute une série d'événements historiques qui ont conduit au déplacement de populations d'un endroit vers un autre parce que l'environnement s'était dégradé. Des catastrophes très célèbres comme le tremblement de terre de Lisbonne en 1755 qui déplace la totalité de la population lisboète. De façon plus ancienne, la migration des Égyptiens antiques depuis ce qui est aujourd'hui le Soudan vers ce qui est aujourd'hui l'Égypte à la suite d'un phénomène de désertification qui s'est produit il y a environ 8000 ans et on voit la population qui remonte vers ce qui est aujourd'hui l'Égypte. Plus récemment, l'exode du Dust Bowl, le bol de poussière aux États-Unis dans les années 1930 qui déplace des milliers de familles d'agriculteurs du Texas, de l'Arkansas et de l'Oklahoma vers la Californie. Et c'est à la suite de cette migration que la Californie devient l'État le plus peuplé et le plus riche des États-Unis. Et donc on a pléthore d'exemples historiques qui montrent que l'environnement a toujours été un facteur majeur dans les migrations humaines, que ce soit pour attirer les gens dans certains endroits ou au contraire qui les déplace d'un endroit vers un autre. Quand on parle de
Pardon. À tes souhaits. Merci. Quand on parle justement de cette migration-là issue d'un événement en particulier, quand on pense de manière plus précise au changement climatique, bien entendu, quand on connaît moins le sujet, on pense directement plus au réchauffement, du coup, voilà, aux montées de la température. Est-ce que c'est le facteur déterminant ou est-ce que j'imagine que la réponse est plus nuancée, où il y a plein de facteurs, mais est-ce qu'on a un facteur qui ressort plutôt qu'un autre dans les différents mouvements de population? Selon les endroits, on a certains facteurs qui vont ressortir davantage que d'autres. Si je prends le cas de l'Afrique subsaharienne, c'est certain que le facteur déterminant, ça va être la dégradation des sols, qui va entraîner un véritable exode rural, donc de plus en plus de familles qui parviennent plus à tirer un revenu suffisant de leur récolte vont envoyer à la ville un ou plusieurs de leurs fils dans l'espoir que ces jeunes hommes trouvent un travail et puissent envoyer un complément de revenu à leur famille. Dans d'autres régions, je prends le cas de l'Asie du Sud ou l'Asie du Sud-Est, là, le facteur déterminant, ça va être des événements extrêmes, des inondations, des ouragans qui vont déplacer chaque année des millions de personnes. Si je prends l'année 2023, on estime qu'en 2023, il y a eu 26 millions de déplacements liés à des catastrophes climatiques, donc à des sécheresses, des inondations, des ouragans. Et à ce chiffre, il faut ajouter tous ceux qui sont déplacés par des impacts plus progressifs du changement climatique, notamment la dégradation des sols. Et pour cela, on n'a aucun chiffre fiable, on n'a aucune statistique, parce que, évidemment, c'est des mouvements qui sont beaucoup plus étalés dans le temps et dans l'espace. Sur les zones, de manière plus précise, je veux d'abord parler du présent avant de parler du futur. On parlera bien entendu, ce que tu disais, que le climat est une composante de la migration. Ça, on en parlera dans juste après. D'abord faire un état des lieux un peu de ce qui se passe. Concrètement, tu disais qu'il y avait bien entendu un impact migratoire de manière globale dans les pays également, au sein des différents pays. Est-ce qu'on a des zones qui sont plus touchées que d'autres? On parle bien entendu d'Afrique, tu parlais d'Asie du Sud-Est juste avant. Est-ce que c'est uniquement ces zones-là? Est-ce qu'on a d'autres zones qui sont impactées? Non, c'est pas uniquement ces zones-là. Alors ce sont ces zones-là, je dirais, qui concentrent l'essentiel des mouvements migratoires qu'on observe. Donc l'Afrique subsaharienne avec essentiellement une migration du type exode rural ou alors dans le pays voisin. Et puis l'Asie du Sud et du Sud-Est, qui est la région à la fois la plus densément peuplée, mais aussi la plus exposée au risque de catastrophes. Ça ne veut pas dire pour autant que l'Europe soit à part ou immunisée face à ces risques. Quand on regarde les récentes inondations à Valence, on voit bien qu'il y a là des gens qui pourront pas retrouver, ou en tout cas pas tout de suite, leur habitation. Idem en France, lorsqu'on a connu les incendies, il y avait des gens qui devaient effectivement migrer d'un endroit vers un autre, et c'est pas certain qu'ils reviendront toujours. Aujourd'hui, quand on regarde les sondages, on a un Français sur 4, 26% de la population, qui pense qu'au cours des 10 prochaines années, il ou elle devra quitter son domicile à la suite des impacts du changement climatique. Et donc, alors que traditionnellement, on avait des migrations climatiques, un peu cette vision de pays lointains et exotiques, presque anecdotiques, on pensait aux petites îles ou aux confins de l'Alaska, c'est aujourd'hui une situation qu'on commence à envisager potentiellement pour soi-même. Pour autant, le terme de migration ou de réfugié est devenu un terme de plus en plus connoté péjorativement dans le débat public. Et donc, les gens qui sont déplacés par des inondations ou par des incendies en Europe voudront généralement pas être appelés migrants climatiques ou réfugiés climatiques parce qu'ils auraient l'impression que c'est une sorte de qualificatif infamant qu'on réserverait aux habitants des pays du Sud. Sur justement ces différentes zones, donc tu parlais du coup, disons un impact global sur le sujet, notamment de dégradation des sols côté Afrique. Est-ce qu'on a des spécificités en fonction de ces régions, d'impact, disons plus précis, différents entre l'Asie du Sud-Est, l'Afrique, etc. Est-ce qu'on a des spécificités un peu qui peuvent exister, avant de parler bien entendu de ce qui se passe en Europe aussi, on en parlera. Oui, il y a à la fois des spécificités dans le type de risque naturel auquel ces régions sont confrontées. Il y a une spécificité aussi dans le type de mouvement migratoire que ça va engendrer et la réaction et les politiques publiques en place dans les différents pays vont pas du tout être les mêmes.
Si je prends par exemple le cas de l'Afrique de l'Ouest ou le cas de l'Afrique de l'Est, ce sont deux régions qui ont mis en place un protocole de libre circulation à l'échelle régionale. Okay. Ce que nous avons en Europe avec Schengen. Ça existe depuis les années 80 au sein de la CEDEAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Ça a été mis en place beaucoup plus récemment, il y a 3 ou 4 ans, par l'IGAD, qui est l'organisation régionale des pays de la Corne de l'Afrique. Et ces deux protocoles de libre circulation sont aussi en réponse aux dégradations de l'environnement. L'idée, c'est de faciliter les mouvements des agriculteurs ou des éleveurs. À l'inverse, en Asie, la question de la migration internationale, même à l'échelle régionale, est beaucoup plus compliquée. L'Inde a récemment achevé la construction d'une clôture frontalière qui fait toute sa frontière avec le Bangladesh, c'est-à-dire à peu près 3200 kilomètres. C'est la frontière clôturée la plus longue du monde parce que l'Inde redoute l'immigration irrégulière en provenance du Bangladesh, notamment liée aux impacts du changement climatique. Donc on voit bien que le contexte politique n'est pas du tout le même non plus d'une région à l'autre. Et par rapport aux conséquences, disons, plus précises du changement climatique, des impacts environnementaux extrêmes, disons qu'il n'y a pas vraiment de... Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de ça, dans le sens où est-ce que en Asie on sait que c'est par exemple, je sais pas, les moussons, je dis peut-être des grandes bêtises, mais voilà, des inondations fréquentes. Est-ce que on sait qu'en Afrique c'est la dégradation des sols, les sécheresses. Est-ce qu'on a des clés de lecture par rapport à ce qui impacte plus bien sûr, fréquemment? Oui. Non, on sait qu'en Afrique subsaharienne, l'enjeu numéro 1, c'est la dégradation des sols. En Asie du Sud et du Sud-Est, c'est la hausse du niveau des mers et les impacts extrêmes, essentiellement inondations et ouragans. Ça veut pas dire pour autant qu'il n'y ait pas de sécheresse en Asie du Sud ou du Sud-Est. Ça veut pas dire pour autant que certaines régions d'Afrique, notamment d'Afrique occidentale, je pense aux pays du Golfe du Guinée, ne soient pas touchés aussi par la hausse du niveau des mers. Donc attention, c'est pas parce qu'on identifie un impact, je dirais, prééminent dans une région que les autres impacts n'existent pas. Et là où c'est vraiment le plus dangereux, c'est lorsque les différents impacts vont se combiner entre eux. Est-ce qu'on a, je me posais la question, est-ce qu'on a à la même image que ce qu'on peut avoir dans le GIEC, donc des prévisions 1,5 degré, 2 degrés, etc. Des prévisions, des conséquences, disons, climatiques par rapport à ces impacts-là? J'imagine que oui. Oui. C'est une question un peu sûrement trop succincte, mais qu'est-ce qu'on doit pas atteindre en limite? La limite, c'est de faire en sorte de pas atteindre 0,1 degré supplémentaire. Mais est-ce qu'on a des limites qui sont irrécupérables d'un point de vue migration, je parle? C'est compliqué. Je dirais que jusqu'ici, on avait essentiellement essayé de travailler sur des limites qui soient définies par des modèles climatiques. On allait dire, voilà, c'est X centimètres de hausse du niveau de la mer, c'est X niveau d'élévation de la température. Sauf que ce qu'on a constaté, c'est qu'en réalité, la manière dont les gens ressentaient les impacts du changement climatique était souvent assez différente des impacts qui étaient observés. Par exemple, les gens pouvaient avoir l'impression qu'il pleuvait moins, alors qu'il y avait plus d'avantages au cours des dernières années. Et bien entendu, les gens allaient fonder leur décision de migrer ou de rester sur ce qu'ils percevaient des impacts du changement climatique et sur ce qu'ils anticipaient pour l'avenir. Et donc, on mène en ce moment même un projet de recherche européen qui s'appelle Habitable et qui cherche précisément à essayer d'intégrer la manière dont les gens perçoivent subjectivement les impacts du changement climatique dans leur décision de migrer ou de rester. Et on s'aperçoit que, bien entendu, ce qu'on va définir comme le seuil d'habitabilité, c'est-à-dire la limite, va en réalité être très variable d'un individu à l'autre, d'un ménage à l'autre, en fonction de leur aversion au risque, en fonction de leur projection pour le futur, et que donc c'est très difficile de déterminer, je dirais, a priori, à partir de modèles, un seuil d'habitabilité, parce que ça va dépendre énormément des perceptions subjectives et des attentes par rapport au futur. Ok. Très clairement, avec plaisir pour partager ce rapport dès qu'il sera sorti, j'imagine on en reparlera. Il y a un site internet qui est habitableproject.org, okay, et qui permet déjà d'avoir toute une série de travaux qu'on a conduits dans le cadre du projet. Ok, je mettrai le lien en description. Par rapport
donc on parlait des zones qui sont impactées, des risques, disons, des causes potentiellement pour ces migrations. Est-ce que donc tu as répondu du coup à une de mes questions qui était de savoir si chaque individu était impacté de la même manière. Donc en effet, ça parle notamment du ressenti. Pour revenir au concret, hormis la partie ressenti, est-ce qu'on a un genre déjà qui est plus impacté qu'un autre? Est-ce que l'homme, la femme sont plus impactés, les enfants sont les plus impactés? Est-ce qu'on a les enfants étant pas un genre, mais oui. C'est pas une question d'être l'homme ou la femme plus impacté. Je dirais que ça transforme évidemment les rapports de genre entre hommes et femmes au sein des ménages, au sein des communautés. Et selon les endroits, on va avoir différents types d'impacts pour les hommes ou pour les femmes. Si je prends le cas de l'Afrique subsaharienne, par exemple, la réaction des familles, souvent, ça va être d'envoyer un ou plusieurs de leurs fils en ville pour qu'ils trouvent du travail supplémentaire, et ce sont parfois ces jeunes hommes qui vont tomber aussi dans les mains des réseaux de passeurs et de trafiquants et qui donc vont subir tout au long de leur migration toute une série de violences. Lorsque des femmes les accompagnent, ça va être essentiellement des violences sexuelles et elles vont parfois payer de leur corps le trajet aux passeurs. Et donc on va évidemment avoir des rapports de genre qui vont être très très transformé par ça, d'abord par les inégalités de genre que ça va créer, par les violences au cours du trajet, au cours de la migration, et c'est pour ça qu'on va avoir des gens, quand ils vont arriver parfois en Europe, qui vont avoir été très très abîmés et très violentés au cours de leur migration. En Asie du Sud ou du Sud-Est, on sait que après des catastrophes, on va avoir un regain de trafic sexuel où toute une série de familles vont devoir vendre leurs filles à des réseaux, parfois des réseaux de prostitution. On va également observer une augmentation du nombre de mariages forcés parce que les familles vont vendre leurs filles pour obtenir la dot parce qu'elles auront besoin de ressources financières. Et c'est certain que la migration des hommes, à certains moments, lorsqu'on a des migrations saisonnières, par exemple dans le domaine agricole, va faire reposer la charge du ménage bien davantage sur les femmes. Et donc là, on va avoir une vraie transformation de la répartition des rôles au sein des communautés et des familles, et souvent une transformation, il faut le dire, assez violente. Tu parlais notamment, bien entendu, de cette différence qui peut arriver entre les différents genres. Pour se focaliser maintenant plus sur le social, disons, de ces différentes personnes qui malheureusement migrent pour des raisons climatiques. À quel point ça impacte ce positionnement social, je dirais, le fait de bouger, enfin de migrer ou de ne pas migrer, oui. Plus concrètement suite à des événements extrêmes. Il y a, y compris face aux événements extrêmes, il y a une très forte ségrégation sociale qui s'opère entre ceux qui vont pouvoir évacuer et ceux qui ne vont pas pouvoir évacuer. On oublie souvent que face aux impacts du changement climatique, clairement tout le monde n'est pas dans le même bateau, et en même temps que le changement climatique va augmenter le nombre de migrations forcées, il va aussi augmenter l'immobilité forcée. C'est-à-dire, on va se retrouver avec souvent les populations les plus vulnérables, les plus pauvres, les plus âgés, les moins informés, les moins connectés, qui face au risque environnemental vont se retrouver incapables de migrer et même parfois incapables d'évacuer face à la menace d'une catastrophe. Et donc cette question de l'immobilité forcée, ça va être une question sociale extrêmement prégnante dans nos travaux. Et bien entendu, on va voir que selon le statut social de la personne, la migration va être assez différente. D'abord parce que la migration va mobiliser énormément de ressources financières, va coûter très cher, et que donc ceux qui n'auront pas de ressources, soit vont rester coincés et vont faire face directement au danger, soit vont pouvoir se déplacer uniquement sur quelques kilomètres, ce qui veut dire qu'ils vont souvent transférer leur vulnérabilité. Et aujourd'hui, on a des familles qui sont parfois déplacées 2 ou 3 fois dans l'année parce qu'elles se relocalisent chaque fois dans un autre endroit qui est lui-même très exposé au risque. Et puis, on a d'autres, parfois plus aisés, qui vont pouvoir envisager des migrations de plus longue distance, parfois même des migrations internationales, et qui vont carrément refaire leur vie à un autre endroit. Et cette question sociale va évidemment aussi affecter les possibilités de retour des populations
et leur possibilité de déployer la migration comme une sorte de stratégie d'adaptation. Par rapport à des phénomènes comme la dégradation des sols, on peut imaginer que certains mouvements migratoires permettent au contraire d'apporter un complément de revenus à la famille. Et la migration va elle-même aussi transformer évidemment le statut social des familles. Très clairement, les familles qui vont parvenir à envoyer un migrant à la ville ou même un migrant à l'étranger vont avoir des revenus complémentaires que vont lui envoyer ce migrant, ce qui va transformer aussi leur statut social, va créer potentiellement des inégalités dans la région d'origine. On va aussi avoir, et vraiment le champ est très vaste, on va aussi avoir parfois une certaine forme de ressentiment par rapport à ceux qui restent, le sentiment d'avoir été abandonnés par ceux qui sont partis. Et donc on voit bien que les impacts sociaux de la migration sont absolument gigantesques. On avait mené il y a quelques années un autre projet de recherche qui s'appelait MECLEP, qui visait justement à étudier les impacts des migrations liées au changement climatique, à la fois sur les communautés d'origine et les communautés de destination. Ok, je mettrai le lien. MECLEP, okay. M-E-C-L-E-P. Ok, ça marche. Je mettrai le lien aussi en description. On a parlé des différents flux, donc les flux, disons un peu passés. On a parlé concrètement un peu de migration climatique et des causes du coup de ces migrations-là. Par rapport on parlait aussi je voulais justement te parler plus précisément des projections, parce que mais je vois que les projections sont peut-être difficiles à avoir parce que tu parlais de ressenti juste avant. J'imagine qu'il y en a aussi dans tous les cas, même si elles sont peut-être plus ou moins, elles ont, j'imagine, une échelle d'incertitude assez forte, qui est normale dans ce cadre-là. Quelles sont les projections qu'on fait sur les migrations climatiques? Comme tu disais, quand on parle de migration climatique, on pense souvent du sud vers le nord, alors qu'en fait, c'est une minorité. C'est une minorité, voilà. Justement, où est-ce qu'on se situe? Quels sont les chiffres que tu pourrais donner sur le sujet pour qu'on comprenne un peu le sujet de manière chiffrée? Ça aide aussi à comprendre le sujet. Alors, c'est évidemment, on parle ici de comportement humain, donc c'est très difficile de prévoir et de projeter ça dans le futur, et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a souvent en matière de politique migratoire en général, des politiques qui sont strictement réactives, qui vont réagir à la crise, mais qui vont pas du tout parvenir à anticiper les mouvements migratoires. Alors, une des études les plus fiables, malgré tout, sur ce sujet, a été conduite par la Banque mondiale il y a quelques années, où eux estimaient que d'ici 2050, ça pouvait être 216 millions de déplacements permanents, mais de déplacements internes à l'intérieur des pays. Cela étant dit, il faut prendre ces chiffres avec énormément de pincettes, parce que c'est très compliqué d'avoir un chiffre global qui d'ailleurs ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on n'est jamais confronté à la totalité des mouvements migratoires. Parce que l'essentiel de ces migrations sont des migrations internes, donc ça veut dire que c'est des migrations importantes pour le pays, mais qu'on ne voit pas et qui n'apparaissent pas toujours dans les statistiques internationales, et parce qu'on ne sait pas toujours si c'est des migrations sur une année donnée ou des migrations cumulatives. On a, comme je le disais au début de notre conversation, face aux impacts du changement climatique, on a à la fois des mouvements qui seront permanents, des gens qui vont pas pouvoir revenir dans leur lieu d'origine, des mouvements qui seront pendulaires ou saisonniers, des gens qui vont aller et venir selon les saisons, et on va avoir aussi des évacuations lors de catastrophes et des gens qui vont revenir après quelques semaines ou après quelques mois. Donc on a l'ensemble de ces mouvements. Et c'est pour ça que c'est difficile de donner un chiffre de projection, parce que de quel type de mouvement est-ce qu'on parle? Où seront-ils localisés? C'est évidemment ça qui est important. Quelles seront les politiques qui seront également mises en place pour laisser les gens là où ils sont, potentiellement pour les déplacer? On a déjà aujourd'hui des gouvernements qui commencent à déplacer préventivement certaines populations pour réduire leur exposition aux risques climatiques. Et puis, enfin, on peut se demander, au fond, à quoi est-ce que ça sert d'avoir un chiffre global, en sachant qu'on n'aura pas une grande organisation mondiale des migrations qui gérera toutes les migrations d'un coup. Par contre, pour donner une idée de l'ampleur de ces mouvements, je crois que c'est utile de rappeler que chaque année, on a plusieurs dizaines de millions de personnes qui sont déplacées par des catastrophes climatiques. 26 millions de déplacements en 2023, c'était 32 millions en 2022, on n'a pas encore le chiffre pour 2024, mais chaque année,
il y a davantage de personnes qui sont déplacées par les catastrophes climatiques que par des guerres ou des violences, par exemple. Ok, donc quand on parle de déplacement, on parle pas de migration en tant que telle, on parle juste d'un déplacement d'une période donnée. C'est ça. Alors, la différence qu'on fait entre migration et déplacement, c'est que généralement, migration est un terme générique qui va englober à la fois des migrations volontaires, préparées, et des déplacements forcés. Et donc, les déplacements sont généralement considérés comme une sorte de sous-ensemble des migrations. Mais c'est sûr que lorsqu'on parle des catastrophes climatiques, on parle toujours de déplacements, puisque, par définition, c'est des gens qui vont pas pouvoir préparer une migration. On a compris un peu l'impact sur au global du globe. Je voulais parler aussi un peu de la France, parce que j'imagine que tu travailles aussi sur ces sujets-là. J'imagine que une bonne partie des mouvements, des déplacements ou des migrations de manière plus précise sont internes en France. Oui. Où particulièrement, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a un constat actuel de se dire, ok, ça se déplace de là à là, de telle région à telle région? Est-ce qu'on a des prévisions aussi, peut-être plus précises? Pour le moment, en France, ça reste relativement anecdotique. On est sur quelques dizaines, quelques centaines de personnes, des gens qui vont fuir un incendie ou qui vont déménager à cause d'inondations répétées, notamment dans le Pas-de-Calais. La question qui me paraît assez importante, c'est de voir comment le changement climatique va redéfinir la distribution géographique de la population en France. Et cette distribution géographique, elle doit aussi beaucoup au climat des différentes régions. Si la région sud attire autant de retraités ou de gens qui ont des résidences secondaires, c'est parce qu'ils estiment que le climat du sud va être plus propice, plus agréable pour passer leur retraite. Je suis pas sûr que dans 10 ou 20 ans, les futurs retraités considèrent toujours que l'endroit où ils auront envie de passer leur retraite, la région avec le climat le plus agréable, ça sera la région sud. Je pense que le climat va devenir de plus en plus compliqué à vivre, notamment pour les personnes âgées. Et donc, je pense que de plus en plus de Françaises et de Français vont envisager de plutôt passer leur retraite en centre Val-de-Loire ou en Bretagne ou en Normandie, par exemple. Et donc, ça va évidemment reconfigurer la distribution géographique de la France. Un autre phénomène à prendre en compte aussi, c'est le fait que les villes vont subir de plein fouet certains impacts du changement climatique, en particulier les vagues de chaleur et les canicules. Et avec la généralisation du télétravail, on peut imaginer que de plus en plus de familles fassent le choix de quitter les villes. Si vous ajoutez à ça les prix de l'immobilier, pour certaines familles, ça va être un choix assez facilement réfléchi et le changement climatique va s'ajouter, évidemment, à cela. Et c'est pour ça que ça me paraît très important que les villes françaises essayent d'envisager un peu quel sera leur futur démographique à l'aune du changement climatique, y compris pour planifier des politiques de logement ou de transport, par exemple. Par rapport au... Donc on comprend maintenant les flux de manière plus globale. On se rend compte qu'en effet, c'est assez difficile d'avoir une prévision claire, ce qui est logique, on est dans le futur, et d'autant plus sur des sujets qui sont liés au climat, qui est un sujet très complexe. Par rapport aux conséquences de ces migrations, quels sont pour toi les plus gros risques qui existent pour les sociétés de manière globale? Est-ce que c'est sur le sujet de l'alimentation? Est-ce qu'on est sur, je pense qu'on parlera aussi peut-être de la géopolitique de manière plus précise, des impacts qu'on peut avoir là-dessus. Quels sont pour toi les plus gros risques qui existent de ces déplacements, de ces migrations de manière globale sur un sujet? Je pense que d'abord, il faut bien rappeler que pour les gens eux-mêmes, généralement, la migration, c'est une amélioration de leur sécurité. C'est une manière pour eux de réduire le risque auquel ils sont personnellement confrontés. Et même quand les gouvernements vont organiser certains déplacements de population, l'idée, c'est aussi de réduire le risque auquel les populations sont confrontées. Quand le gouvernement indonésien décide de déménager Jakarta et donc de créer une ville nouvelle, Nusantara, sur l'île de Bornéo, et donc de déplacer de facto potentiellement 11 millions d'habitants, c'est évidemment pour réduire le risque d'inondation auquel ils sont exposés s'ils restent à Jakarta. Donc ça, c'est un préalable important à rappeler. Mais je dirais que le risque principal lié à ces mouvements de population, il tient à la manière dont ils vont être gérés. Est-ce que nous allons parvenir à organiser ces mouvements de population
pour qu'ils soient globalement dans l'intérêt des migrants eux-mêmes, mais de leur région d'origine et de destination. Est-ce qu'on va parvenir à, en quelque sorte, maximiser le potentiel de ces migrations? Et si on ne le fait pas, et si on reste dans cette logique strictement réactive, qui est celle aujourd'hui de la quasi-totalité de nos politiques d'asile et d'immigration, le risque, c'est évidemment qu'on ait une certaine forme d'instabilité qui soit liée à ces déplacements, qu'on ait des phénomènes de repli sur soi et de fermeture des frontières qui vont créer de la criminalité à la frontière, qui vont créer des situations de précarité, qui vont créer des situations qui vont encourager des violences, y compris des violences sexuelles aux frontières. Et donc, ça va beaucoup dépendre de la manière dont on va gérer cela. Et vraiment, la question de l'anticipation des migrations est un point fondamental, notamment en raison du concept de seuil de rupture sociale. Alors, on connaît déjà les seuils de rupture climatique, les tipping points, comme on dit en anglais, c'est-à-dire ces moments où le climat ou le système climatique passerait brutalement d'un état vers un autre et de façon irréversible. Le dernier rapport du GIEC introduit un concept nouveau qui est le concept de seuil de rupture sociale, c'est-à-dire le fait que selon la résilience de la société, de la communauté qui va faire face aux impacts du changement climatique, eh bien, on va atteindre plus ou moins rapidement ce seuil de rupture sociale. Ce qui est le moment dans lequel une société va passer d'un état de stabilité sociale à un état d'instabilité sociale, avec par exemple des migrations massives ou des tensions ou de la violence, en réaction à un impact du changement climatique. Et l'atteinte de ce seuil de rupture sociale va beaucoup dépendre de la résilience de la communauté. Ce qui veut dire que parfois, un impact assez mineur du changement climatique va créer des tensions ou des migrations de masse parce que le seuil de rupture sociale sera très rapidement atteint. À l'inverse, une société très résiliente va parfois pouvoir encaisser des chocs climatiques beaucoup plus importants sans qu'il y ait de déstabilisation sociale. Et donc, c'est très important de bien voir que l'impact social du risque climatique n'est pas directement corrélé à la taille de ce risque climatique et qu'en gros, un petit impact peut avoir de grosses conséquences sociales et à l'inverse, un gros impact peut avoir des conséquences sociales très faibles. Et qu'est-ce que tu entends par résilience ? C'est la capacité d'une société, d'une communauté ou d'un écosystème à absorber un choc climatique, c'est-à-dire à retrouver son état d'origine après ce choc climatique. Ok. Donc là, par exemple, si on prend l'exemple de Valence, qui est l'événement qui a impacté pas mal de citoyens espagnols et qui a, montrer certaines choses sur les inondations potentielles en Europe également, même si ça faisait déjà un certain temps qu'on en voyait également en Europe. Est-ce qu'on est sur une société résiliente? Enfin, sans faire de jugement tel quel, mais comprendre un peu les degrés en fait de résilience qu'il faut atteindre en fait. Non, on est très clairement dans le cas de Valence. Ce qui va provoquer la catastrophe, c'est évidemment comme toujours la rencontre d'un risque météorologique ou climatique, ici la goutte froide, et donc l'orage très important et les quantités de pluie très importantes qui sont abattues sur la ville, avec une vulnérabilité qui, elle, est de nature économique, politique et sociale. Et c'est la rencontre du risque et de la vulnérabilité qui va provoquer la catastrophe. Et ce qui provoque une telle catastrophe dans la région de Valence, eh bien, c'est effectivement le fait que la région était très peu résiliente face à ce risque et donc très vulnérable face à ce risque pour trois grands facteurs. Le premier facteur, qui est un facteur de long terme, c'est la bétonisation et l'étalement urbain dans la région au cours des 50 dernières années, qui a fait que beaucoup de terres agricoles, et notamment 9000 hectares de vergers, ont été bétonnés, et c'est ça qui va créer un phénomène de ruissellement lorsqu'on va avoir des précipitations importantes. À moyen terme, ça va être la décision du gouvernement régional de tailler dans les budgets des unités de protection civile d'urgence, notamment sous la pression du parti d'extrême droite Vox, qui va estimer que c'est de l'argent inutilement dépensé, qui aurait pu être dépensé à d'autres motifs. Et donc, on va supprimer cette unité de prévention et de secours d'urgence. Et puis, le jour même, ça va être la décision catastrophique de ne pas lancer l'alerte plus tôt aux habitants, de les prévenir très tard par SMS, de les laisser venir au travail, de ne pas couper l'accès aux routes. Et c'est ça qui va faire qu'on va se retrouver avec aujourd'hui plus de 250 morts dans la région de Valence. Et donc, on va avoir, je dirais, ce triple
cet enchaînement de 3 éléments de vulnérabilité, la bétonisation, le détournement des moyens financiers et l'erreur d'appréciation au moment de l'alerte, qui va faire qu'effectivement, on va se retrouver avec une très grande vulnérabilité de la région de Valence et de sa population qui va expliquer l'ampleur de la catastrophe. Et si on prend l'exemple donc merci pour ce récapitulatif, notamment sur Valence, mais quand on prend l'exemple de résilience sur d'autres pays qui sont, j'imagine, plus durement touchés, type les pays en Afrique, l'Asie du Sud-Est, etc. Comment est-ce que ça peut se matérialiser, cette résilience-là? Prenons un pays comme le Bangladesh, qui est à la fois un des pays les plus pauvres du monde, un des pays les plus densément peuplés, et aussi un des pays les plus exposés au risque de submersion marine et d'ouragans. C'est un pays qui, il y a déjà plusieurs dizaines d'années, a mis en place un ministère des catastrophes naturelles. C'est un pays qui a considérablement développé des systèmes d'alerte de sa population, ce qui fait que aujourd'hui, lorsque le Bangladesh est touché par une inondation ou par un ouragan, ils sont parvenus à réduire considérablement le nombre de morts. Et c'est un pays qui se présente souvent comme champion de l'adaptation, peut-être parce qu'il a pris très tôt conscience de sa propre vulnérabilité, et j'ai parfois l'impression en Europe que nous n'avons pas encore la pleine conscience de notre vulnérabilité. Ok, donc c'est vraiment là où se joue, disons, cette résilience-là, c'est d'abord sur des décisions mais plus globales, que ce soit localisées sur la manière dont certaines villes, certaines régions peuvent aménager leur territoire, comme tu en parlais sur Valence, et de manière plus globale, de manière politique, sur Bien comment... Mais ces décisions d'aménagement sont aussi des décisions politiques, hein. Et très clairement, prendre conscience de sa propre vulnérabilité, c'est sans doute le premier pas sur la route de l'adaptation. Et il faut avoir l'humilité de reconnaître en Europe ou plus globalement dans les pays industrialisés qu'on aurait souvent beaucoup de leçons aussi à tirer de pays du Sud en matière d'adaptation, de prévention, de résilience, etc. Tu parlais au tout début de notre échange que du coup l'impact climatique, l'impact des événements extrêmes climatiques était du coup une composante de ces différentes migrations. Est-ce qu'on sait à quel point c'est quelque chose qui va augmenter au fur et à mesure des différentes années, ou est-ce que c'est vraiment une petite brique des migrations qui peuvent exister actuellement? Non, très clairement, c'est quelque chose qui est en augmentation, et on peut dire aujourd'hui sans trop s'avancer que le changement climatique est déjà un facteur majeur de migration à travers le monde, y compris de migration en Europe. Lorsque nous voyons des migrants arriver sur nos côtes en provenance d'Afrique de l'Ouest, on va souvent les dénommer migrants économiques parce qu'on va considérer qu'ils sont originaires d'un pays qui n'est pas en guerre. En réalité, si on regardait d'un peu plus près aux motifs de leur migration et si on décortiquait un peu leur parcours migratoire, on s'apercevrait souvent que ce sont des jeunes hommes qui ont été envoyés par leur famille à la ville parce que la famille ne parvenait plus à disposer d'un revenu suffisant avec l'agriculture, et que de là, ils sont tombés dans les griffes de réseaux de passeurs et de trafiquants qui les ont emmenés de proche en proche, et que parfois la traversée de la Méditerranée était la seule porte de sortie pour échapper à des violences et à des exactions qu'ils subissaient ou en Libye ou en Tunisie. Et que donc l'Europe était pas du tout la destination qu'ils avaient projetée au moment de leur départ de leur famille, de leur village. Ça implique évidemment de regarder la migration dans le temps long, d'accepter le fait que les gens ne migrent plus de A vers B pour une raison précise, et donc en réalité toute une série de migrations dites économiques qui arrivent en Europe, on pourrait tout aussi bien les appeler migration climatique ou migration environnementale. De la même manière, si on regarde le top 5 des pays d'origine des demandeurs d'asile en France, on va déjà trouver des pays comme le Bangladesh ou le Pakistan, c'est-à-dire des pays avec lesquels la France n'entretient aucun passé colonial, mais qui pourtant sont des pays très exposés aux risques climatiques. Et donc c'est déjà, je pense qu'il faut prendre conscience que c'est déjà une réalité, y compris dans l'immigration qui arrive en Europe, mais que souvent on a tendance à ne pas vouloir la voir, parce qu'on reste en quelque sorte prisonnier d'une sorte de dichotomie qui va nous faire mettre d'un côté les réfugiés politiques qui fuient des persécutions dans leur pays d'origine, et de l'autre les migrants économiques. Et de plus en plus, on va avoir tendance à considérer que ces deux catégories sont imperméables l'une à l'autre, et on va souvent porter un jugement normatif sur ces catégories qui va considérer en gros que nous devons accueillir et fournir l'asile à ceux qui sont persécutés politiquement,
mais que ça ne peut se faire qu'à la condition que nous renvoyions chez eux les migrants économiques, comme s'il y avait d'un côté les bons réfugiés et les mauvais migrants. La réalité et la recherche le montrent depuis des dizaines d'années, c'est que les motifs de migration s'interpénètrent et s'influencent mutuellement, et que bien entendu les motifs politiques, économiques et environnementaux des migrations sont de plus en plus liés, et sous l'effet du changement climatique, évidemment les motifs environnementaux vont prendre un poids de plus en plus grand dans la décision migratoire. Par rapport aux enjeux qui peuvent exister, disons de géopolitique de manière plus précise sur les risques géopolitiques liés justement à ces différentes migrations, est-ce qu'on en a des principaux que tu pourrais nous partager, dans le sens où je sais pas, des pays qui sont en difficulté l'un à l'autre, qui disons qui ont des difficultés justement à gérer justement cette migration là. Est-ce qu'on a des tu parlais notamment de l'Inde et du Bangladesh juste avant. Est-ce qu'on a d'autres exemples de ce type-là? Bon, la question de l'Inde et du Bangladesh est un bon exemple, avec à la fois une frontière clôturée et donc des rapports difficiles en termes de migration entre les deux pays, une zone du monde qui est particulièrement exposée aux impacts du changement climatique, avec des risques de déstabilisation politique. On sait que l'Inde a une démocratie qui est quand même assez autoritaire. Le Bangladesh, en ce moment, est en proie à des troubles politiques. Le gouvernement a été renversé récemment. Et donc, si on combine à la fois ces situations de tension, d'animosité entre pays, avec des flux migratoires potentiellement importants et une instabilité politique, c'est certain qu'on a un cocktail qui est assez détonnant. Mais dans d'autres régions, notamment en Afrique de l'Est, on voit bien aussi que potentiellement il peut y avoir des tensions entre certains pays sur la question de l'accueil des réfugiés. Et puis, bien entendu, comme on n'a pas mentionné aussi la question de l'Amérique centrale et des populations qui sont parfois contraintes de fuir en raison de sécheresse et dégradation des sols au Guatemala, au Honduras, ou en raison d'événements extrêmes, de cyclones. Et on voit bien notamment, ça va être renforcé avec l'élection de Monsieur Trump aux États-Unis, à quel point la question de la gestion des migrations entre l'Amérique centrale et les États-Unis risque de devenir de plus en plus conflictuelle. Tu parlais de réfugiés juste avant, de réfugiés climatiques, de réfugiés économiques, de réfugiés politiques. Est-ce que le fait d'avoir justement ce statut, entre guillemets, de réfugié climatique est quelque chose qu'il faut pousser, ou est-ce que c'est une gestion qui doit être, tu disais globale justement, parce qu'en effet, certains pays malheureusement se disent, je vais privilégier les réfugiés climatiques, politiques, et justement enlever les autres. Est-ce qu'on a ce sujet-là qui est aussi important à traiter? C'est difficile parce que le phénomène est à ce point polymorphe et diversifié qu'il est souvent difficile d'imaginer qu'un statut dans le droit international permettrait de répondre adéquatement à toutes les situations dans leurs différences et dans leurs particularités respectives, et que parfois les solutions les plus appropriées vont être des solutions conçues au niveau local, national ou régional. Et donc, j'ai toujours un peu certaines appréhensions par rapport à l'idée d'une solution globale qui résoudrait tout le problème d'un coup. L'autre réserve, c'est que la plupart des migrations sont des migrations internes. C'est le cas pour les migrations en général, 3 sur 4. C'est aussi le cas pour les migrations dites climatiques. Et donc, un statut dans le droit international ne viserait au fond qu'une minorité de ceux qui sont déplacés ou qui ont migré. Les autres ne seraient pas touchés par ce statut. Il faut aussi reconnaître que politiquement, aujourd'hui, il n'y a aucun appétit politique pour élargir le champ des protections en matière d'asile et d'immigration. Certainement pas dans les pays industrialisés, je fais pas dessein, mais il faut savoir que dans les pays du Sud non plus, certains sont parfois très réticents, notamment avec l'idée qu'ils veulent pas être assimilés à des pays producteurs de réfugiés qui pour eux sont des États un peu faillis, de type Irak, Afghanistan, Libye, qui veulent pas non plus parfois porter la charge de devoir accueillir. Beaucoup ont réalisé que quand on regarde la Convention de Genève qui définit aujourd'hui le statut de réfugié dit politique, 85% de ces réfugiés sont accueillis dans des pays du Sud ou dans des économies émergentes, et que donc les pays industrialisés n'accueillent que 15 ou 16% de ces réfugiés. Et donc beaucoup de pays du Sud se disent attention, si jamais on avait un tel statut de réfugié climatique, mais en fait c'est nous qui devrions l'appliquer,
Et ça serait en quelque sorte une façon pour les pays industrialisés de faire croire qu'ils ont réglé le problème sans apporter de financement supplémentaire et en nous laissant, au fond, nous débrouiller avec ce statut. C'est pour ça que autant je crois que c'est très important d'augmenter la protection des droits des déplacés, ça c'est un enjeu fondamental. Est-ce qu'un statut de réfugié climatique serait la meilleure façon de le faire ? Honnêtement, je n'en suis pas certain. Je crois davantage, par exemple, à une approche comme celle qui est poussée par la plateforme on Disaster Displacement, PDD, qui est l'organisation internationale en charge de ces migrations, qui est établie à Genève depuis 2016. Et cette organisation vise à essayer de superviser l'application d'un texte qui est approuvé par 110 gouvernements et qui s'appelle l'agenda de protection d'Hansen et qui est en fait un texte qui va recommander des mesures de protection des droits des déplacés, mais sans créer pour autant un statut dans le droit international. Ok, donc se focaliser principalement là-dessus en tout cas. Ça ne veut pas dire que ça serait inutile, mais on aurait tort de croire que ce serait la solution qui va résoudre le problème d'un coup. Ok. D'autant plus que tu disais, vu que la majorité ce sont des déplacements en interne plutôt que de réfugiés externes, donc en effet ça limiterait peut-être le champ d'application. Et ce qui m'inquiète aussi souvent, c'est que quand on entend des politiques occidentaux qui vont s'emparer du sujet, leur première proposition, ça va toujours être de dire il faut créer un statut dans le droit international. Et je dis toujours pourquoi pas, mais à mon avis, c'est pas l'action prioritaire menée. Tu parlais juste au début de notamment pas de la COP29 donc qui vient de démarrer. Oui. Justement des aides qui peuvent exister entre le nord et le sud, les aides qui sont demandées pour justement mieux s'adapter au changement climatique. À quel point ces aides-là sont liées plus ou moins loin à l'impact migratoire que ça pourrait avoir? Oui, ça fait partie de l'équation. L'accord de Paris a créé un groupe de travail sur les déplacements provoqués par le changement climatique. Et une des missions de ce groupe de travail, c'est notamment d'évaluer l'impact financier de ces migrations. Et c'est compliqué parce qu'il y a évidemment un impact qui est tangible, les coûts d'hébergement, les coûts pour l'économie, et ça on peut chiffrer facilement. Et puis évidemment un impact intangible, c'est le coût de la migration elle-même, le coût du traumatisme psychologique, le coût de l'arrachement à sa terre natale, et tout ça c'est très difficile à quantifier, mais ça fait évidemment partie de la discussion sur ce qu'on appelle les pertes et dommages, et donc sur le montant qui serait versé par les pays responsables du changement climatique en compensation des dommages subis par les pays du Sud. Donc ces financements-là, ça reste une clé de lecture. Tu parlais de résilience aussi avant, de droits spécifiques pour les déplacés. Est-ce qu'il y a d'autres sujets liés, bien entendu, à ce sujet de déplacement climatique, de migration climatique, qui sont à pousser, qui seraient selon toi quelque chose qui permettrait de faire avancer quand même le sujet? Oui, je pense que un sujet qu'il faut vraiment pousser, c'est l'idée de pouvoir utiliser la migration comme stratégie d'adaptation. Et donc de voir comment, en mettant en place des accords migratoires adéquats, on peut permettre à des gens qui sont touchés par des impacts du changement climatique de migrer pour quelque temps ailleurs, ce qui leur apporte un complément de revenus et ce qui leur permet en fait d'avoir une forme de sécurité financière, de sécurité d'existence malgré les impacts du changement climatique. Alors il faut absolument veiller à ne pas instrumentaliser la migration, et ça c'est une sorte de ligne de crête qu'il faut tenir, mais dans bien des cas, on va voir que des pays peuvent trouver des arrangements entre eux pour avoir des schémas migratoires qui correspondent en fait à l'intérêt de tout le monde. Je donne un exemple, la Nouvelle-Zélande a des accords migratoires avec des petits États du Pacifique Sud qui sont directement menacés par la hausse du niveau des mers et où il est difficile pour les habitants d'avoir un revenu en propre, qui permet à des habitants de ces États de venir travailler pour quelques mois dans le secteur agricole ou horticole en Nouvelle-Zélande, d'accumuler ainsi un capital qui permet de faire vivre leur famille le reste de l'année. Et c'est dans l'intérêt mutuel des deux parties, puisque ça permet aussi à la Nouvelle-Zélande de combler des trous dans son marché du travail, et puisqu'elle manque évidemment d'ouvriers agricoles pendant les saisons. Ouais, donc c'est arriver à avoir cette coopération de manière plus précise, de comprendre les impacts. Tout à fait. Ça nécessite de comprendre un peu les besoins de chacun et de voir comment on peut trouver des sortes d'accords qui permettent de répondre aux besoins des deux parties. Et à mon avis, c'est là que la migration peut vraiment maximiser son potentiel en matière de stratégie d'adaptation. Oui, parce qu'on sait que dans tous les cas, elle va venir, elle est dans tous les cas présente, elle va s'accumuler. Et l'enjeu fondamental, c'est l'anticipation. Si on veut que ça se passe bien, il faut organiser et donc anticiper ces flux.
Est-ce que tu parlais tout à l'heure de certains pays qui sont des exemples justement par rapport à ces sujets de migration, Nouvelle-Zélande, autres, Bangladesh, etc. Est-ce qu'on a d'autres pays qui poussent dans le bon sens, je dirais, sur ce sujet de migration, qui voient, disons, qui comprennent plutôt ce qui arrive, Oui. et qui arrivent à agir suffisamment tôt, en tout cas en amont? Honnêtement, je suis toujours frappé de voir comme les pays du Sud en général ont une vision beaucoup plus rationnelle de ces sujets, beaucoup plus proactive de ces sujets et cherchent sincèrement à mettre en place des mesures qui vont permettre de faciliter la vie des gens. Prenons la communauté des États d'Afrique de l'Est au sein de l'IGAD, qui va mettre en place un protocole de libre circulation il y a quelques années, et je pense qu'il est mis en place en 2020 ou 2021. Imaginerait-on qu'aujourd'hui en Europe, on soit encore capable d'envisager un nouveau Schengen et de se dire, tiens, au fond, est-ce que la meilleure manière de gérer ces flux migratoires, ça va pas être potentiellement d'ouvrir nos frontières internes? Et donc, je suis toujours frappé dans toutes les discussions que j'ai avec des gouvernements des pays du Sud, à quel point la discussion sur ce sujet des migrations est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus rationnelle, beaucoup moins idéologique, beaucoup moins guidée par des considérations de sondage ou de leaders d'opinion sur des chaînes de propagande, et à quel point on va avoir une approche plus pragmatique de ces sujets qui permettent d'anticiper davantage les flux migratoires. François, je te propose d'en rester là. Je vais terminer par les 3 questions de fin. D'accord. Qui sont classiques dans le podcast Demain est durable. En commençant d'abord, est-ce que tu as un contenu à nous partager qui t'a marqué et que tu aimerais partager aux auditeurs et aux auditrices? Le contenu que j'essaye toujours de partager et qui pour moi est peut-être le plus important, c'est Tintin au Tibet. Ok. Que je considère sans rire vraiment comme une des œuvres littéraires les plus abouties de l'histoire. C'est une histoire d'abord de courage et de ténacité et du fait que Tintin va rien lâcher, même devant l'adversité des événements, même alors que tout le monde lui dit qu'il n'a aucune chance de retrouver Chang vivant. Et puis c'est aussi une leçon sur la bonté. Il y a quelque chose de très fort philosophiquement qui est dit lorsqu'il découvre que Chang a été recueilli par le Yéti, que tout le monde décrivait comme l'abominable homme des neiges, et qui lui fait dire qu'au fond, même l'abominable est bon. Et je crois que c'est quand même une source de sagesse assez inépuisable. Donc, Tintin au Tibet, ça serait ma recommandation. Ok, nickel. Est-ce que tu as également une action pour agir dès demain dans le bon sens? Sur le climat, je pense que aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de gens qui voudraient pouvoir agir sur le climat, mais qui souvent ont l'impression que les solutions ne sont pas à leur portée, et qui se sentent impuissants, et cette impuissance va créer en retour de l'éco-anxiété. Je crois que vraiment, quelque chose d'assez facile que chacun peut faire, c'est se demander où est investie son épargne, et de se dire, tiens, au fond, est-ce que l'épargne, même potentiellement modeste, que j'ai à la banque, sert vraiment des objectifs qui sont alignés avec ce que j'ai envie de faire? Et malheureusement, souvent, on va réaliser que son épargne va servir à financer des projets d'extraction pétrolière, charbonnière, ou des projets qui vont impliquer de la déforestation. Et je crois que c'est important que chacun se dise, est-ce que ça sert à quelque chose de réduire sa consommation de viande, de partir en vacances en train de nuit et d'utiliser le transport en commun, si de l'autre côté, l'argent que j'ai à la banque va financer des activités extractives ou de déforestation? Et donc, je crois que un truc que chacun peut faire, en tout cas, tout qui a un peu d'épargne à la banque, et les Français ont tendance à épargner énormément, entre 6 000 et 8 000 milliards d'euros, donc c'est absolument considérable, c'est de se demander au fond, est-ce que cette épargne, est-ce que mon argent va vraiment servir les buts que j'ai envie de poursuivre dans ma vie? Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, à la fois dans les banques classiques, mais également avec des nouvelles banques qui arrivent sur le marché, plein d'autres possibilités d'épargne qui sont souvent de surcroît très rémunératrices. Ouais, totalement. Je vous mettrai les noms de quelques banques qui peuvent exister sur le sujet. J'avais notamment interviewé Andrea de Green Got au début. Ah oui, tout à fait, ouais. Ou Joseph de Goodvest aussi. Tout à fait. Donc je vous mettrai les liens des épisodes pour mieux comprendre aussi le sujet. Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée, justement, que tu recommanderais dans le podcast? Léa Falco, je ne sais pas si vous l'avez déjà eu. Léa Falco, pas encore. Ouais. C'est une invitée que je recommanderais parce que je trouve que c'est parmi les jeunes activistes,
celle qui a peut-être su le plus transformer un peu sa colère et son indignation en quelque chose de constructif qui permette d'avancer. Et moi, je suis parfois un peu désolé que parfois l'activisme s'arrête un peu à la colère et à l'indignation et qu'il n'y ait rien de constructif derrière. Et Léa Falco me semble faire partie de ceux et celles qui justement ont réussi à transformer ça en un vrai mouvement constructif et pragmatique avec des solutions concrètes. Nickel, ce sera Léa, ça passera bien entendu dans le podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver, François, si on souhaite te suivre, suivre tes actualités, ce que tu peux partager au quotidien? Mon bureau V118 à HEC est toujours ouvert. Sinon, non, j'étais auparavant très actif sur Twitter, mais depuis la dérive récente du réseau, je veux dire que je le suis de moins en moins. Donc, je suis plutôt, je dirais, sur LinkedIn et il faut absolument que je relance ce compte Instagram aussi. Ok, ça marche. Moi, c'est noté. Je mettrai les différents liens comme ça te poussera aussi à relancer le compte. Nickel. Merci beaucoup, François. Avec merci plaisir. Pour ton temps. Tout d'abord, bravo d'être arrivé jusque-là. Et j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite.